최고. Désolé O'Connor. Ils n'ont pas été à la hauteur. Pas à la hauteur. Chaud, chaud, Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle critique. Alors là pour le coup, c'est pas un critical hit, parce que maintenant on va faire les choses un petit peu différemment. Critical hit maintenant c'est réservé uniquement pour les formats longs et montés. Là c'est juste un petit vlog. Là comme c'est juste un petit vlog, juste une critique à chaud comme ça, ce sera pas considéré comme étant un critical hit, ce sera juste une critique. Tout simplement parce que le référencement, voilà, vous savez, c'est juste histoire que la vidéo puisse être mieux référencée, parce que Critical Hit est pour le coup moins recherché que critique, surtout en France, et surtout écrit comme ça. Parce que je comprends un petit peu pourquoi la durée moyenne de vision ce soit entre 1 minute 30 et 2 minutes. C'est le temps que la personne se rende compte que le type il parle français, vu que souvent la personne est anglaise, américaine, ou au moins parle en anglais. Le temps qu'elle se rende compte que le mec il est français et qu'il n'y aura pas de sous-titres, et bah elle se casse, et c'est généralement entre 1 minute 30 et 2 minutes pour que ça lui monte au cerveau qu'elle se dise non ça c'est pas pour moi. Donc aujourd'hui comme vous l'avez sans doute remarqué, on va parler de Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Regardez là, il y a la bande annonce là. Sur l'écran, oui vraiment. Alors on va commencer directement par ça. Mon avis, on va dire, global du film, c'est pas top. Et c'est vachement triste parce que mine de rien, on sent que les mecs ont mis de la bonne volonté dedans quoi. Ils avaient vraiment envie de faire un truc cool, mais non. Tout le monde est là et a envie de bien travailler, de faire les choses, ça se voit, autant sur les qualités techniques que même au niveau des acteurs, mais c'est pas bon. On va dire que un film, quand il est écrit avec le cul de la bite, hein, pas le cul, ni la bite, le cul de la bite. Ça donne automatiquement quelque chose de mauvais. C'est pas possible autrement, tu peux pas... C'est quand même l'étape tout en haut de toutes les étapes, hein, c'est celle qui prime sur tout le reste. Quand elle est foirée, le reste sera automatiquement foiré. Et comme ils ont fait du caca, le reste forcément en pâtit, mais à donf, malgré toute la bonne volonté du monde, c'était absolument pas possible de faire quelque chose de bien. C'était sûr, c'était clair et net et concis. Alors déjà moi ce que j'ai trouvé quand même plutôt dommageable, c'est le fait que le film, mais qui est normalement un spin-off quand même de la franchise Fast and Furious, n'a mais strictement rien à voir avec un Fast and Furious quoi. Il y a pas l'ADN est absolument pas le même, parce que évidemment c'est un spin-off donc faut qu'il puisse vivre à part entière, à côté, en dehors du circuit du premier, enfin de tous les Fast and Furious à la base, mais là ça ne fonctionne pas, la patte apprend pas. Le problème c'est que ça n'a strictement rien à voir. Normalement il y a des thématiques qui sont absolument immanquables quand on parle d'un Fast and Furious quand même. C'est pas des films très compliqués hein, en vrai, hein, cérébralement parlant, t'y vas pas pour te faire des nœuds au crâne hein. Le but c'est avant tout de faire du bon divertissement, qui soit cool, qui t'en mette quand même plein dans la gueule, mais il y a aussi quand même certaines thématiques qui reviennent très souvent et qui là pour le coup sont complètement absentes. Alors déjà de base, le machin qui vient comme un cheveu sur la soupe, il y a un côté quand même SF
dans le film qui est très prépondérant avec quand même le mec qui a été génétiquement transformé, tu sais pas trop d'où ça sort, sa moto c'est un Transformers, mais je déconne même pas, ça va pas dedans. À la limite tu mets ça dans un Mission Impossible, et encore Mission Impossible ils ont jamais tenté un truc aussi over the top quoi, c'est un truc de malade. Là pour le coup ils y sont allés fort, parce que jamais on a entendu parler de ce genre de choses dans un Fast and Furious. C'était quand même quelque chose de très terre à terre. Au niveau scientifique, ça allait pas plus loin que comment ça s'appelle, un UMP. Voilà, ça à la limite c'est faisable, mais alors putain, un humain génétiquement modifié qui a un putain, comme ils le disent de toute façon dans l'abondance, là je spoil rien, le Superman noir, c'est cool, hein, la thématique est cool, mais ça n'a rien à faire dans un Fast and Furious quoi. Faut imaginer aussi un petit peu les retombées que ça peut avoir ensuite sur la lignée de film originelle, donc celle qui n'est pas spin-off, celle qui est vraiment raccord. Tu te dis comment ils vont faire avec ça, tout en sachant que ça existe dans leur univers. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir sortir dans les prochains films, parce que je crois qu'il y en a encore 2, donc le 9 et le 10. Qu'est-ce que tu veux qui sortent après? Comment veux-tu qu'ils trouvent quelque chose qui aille... Parce que le but de ces films-là, c'est à la base, c'est de faire un peu comme ça. C'est une ouverture, c'est de plus en plus puissant, de plus en plus incroyable et tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de pire que ça? Donc à moins que ce soit un petit pied de nez de la part de Dwayne Johnson comme ça à Vin Diesel en mode ah bah tiens t'as vu maintenant démerde-toi avec ça mon pote, tu vas en chier. Non, là il y a quelque chose, franchement ça va pas. Au niveau thématique ça n'a rien à foutre là. Aussi le côté sauvetage du monde bas du front. Alors déjà en plus il y a une citation qui me vient dans le film. À un moment donné il y a Hobbs qui dit que de toute façon ça fait déjà 4 fois qu'il a sauvé le monde. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique comment il a réussi à sauver le monde dans Fast and Furious 5 en braquant une banque, en aidant des braqueurs de banque. Avengers! Assemble. Comment? Quel rapport? Sauver le monde, breaking, banque. Bref, aussi il y a la notion du virus programmable qui est particulière. Pour le coup ça pourrait rentrer dans un univers moderne comme le nôtre, aujourd'hui ce serait possible. Mais là encore une fois ça paraît un minimum over the top, surtout que c'est genre le machin ultra létal qui est à l'intérieur d'une personne mais qui ensuite devient, enfin qui passe par l'air, qui a un taux de mortalité, de létalité de 100%. Donc ils disent que ça va tuer le monde entier. Ok, sauvons le monde quoi. Ah oui, pour continuer dans le côté un petit peu bas du front, la multinationale, multimilliardaire, qui contrôle tout, qui contrôle les médias, qui contrôle la pensée humaine, qui contrôle tout. C'est le machin tentaculaire, même dans les pires théories du complot. En général, ils vont pas jusque là. Quand même, ils s'arrêtent au bout d'un moment parce qu'ils se disent ouais les mecs, si on commence à sortir des trucs dans le genre tout le monde est contrôlé, qu'il y a quelque chose qui est à la tête de tout en fait, un peu comme les Illuminati et tout ça. Non, c'est quand même un peu beaucoup. Surtout au niveau du déballage d'argent et tout ça qu'ils mettent dedans, au niveau des moyens, tu te dis ouais, je veux bien comprendre qu'ils aient des moyens, qu'ils sont milliardaires et compagnie, mais là quand même, il y a une notion de ce qu'ils font qui coûte plus que plusieurs milliards normalement. Il y a vraiment quelque chose, c'est pour ça c'est complètement bas de plafond, c'est un mauvais James Bond pour le coup, c'est vraiment une histoire de mauvais James Bond. Tu te dis ok si vous voulez, mais c'est du grand n'importe quoi. En plus pour le coup, c'est encore une fois vraiment un truc mais ultra basique, c'est la multinationale, elle veut sauver le monde en fait, tu vois, elle veut sauver le monde en tuant les faibles. Je vais pas dire que c'est du revu et encore revu, mais si, en fait, c'est exactement ça. Et puis c'est marrant parce que ça te fait quand même penser que Jason Statham à la base, quand il a vu le premier script du film, le mec a dit non tout de suite. Il a dit non, ça c'est pas bon pour moi. Mais là il a dit oui pour la version du film telle qu'elle est à présent. Et j'ose me demander à quel point en fait le script originel était merdique. Parce que là on se retrouve avec un film qui est vraiment pas top. Alors le script original ça devait être mais une boucherie, je sais pas, mais ça devait être crade quoi. Voilà, c'est tellement bas de plafond que je me suis cogné les genoux dessus quoi, c'était mauvais. C'est juste que non, ça va pas, ça ne fonctionne pas. Bon après il y a un truc un peu plus mineur, mais tout de même il y a absolument aucune mention en fait qui est faite, à part quand j'ai dit Hobbs qui dit qu'il a déjà sauvé le monde 4 fois, il y a aucune mention qui est faite de Toretto ou des personnages qui normalement font véritablement Fast and Furious à la base. Donc bon, il y a un petit souci, on voit que c'est un spin-off tout en étant un petit peu en mode ouais non, ce qu'ont fait les autres,
Voilà quoi, nous ce qu'on fait c'est mieux. Bon ensuite maintenant on va passer un peu plus sur le travail d'écriture tel qu'il a été fait, notamment pour les personnages et les dialogues. C'est une véritable purge. Mais vraiment, hein, c'est sans vouloir être méchant, c'est pas que c'en est grave à ce stade, mais en fait, ils ont voulu exacerber le peu de choses qu'on savait de la relation entre Hobbs et Shaw. T'as des moments, mais à n'en plus finir, où ils s'envoient des noms d'oiseaux. Et le problème c'est qu'une fois c'est drôle, deux fois, bon ok c'est un running gag, et puis ça devient lourd après. Et ce qui se passe, c'est que ces scènes-là, en plus, ces échanges, sont d'une longueur, mais ils sont longs, chiants. Honnêtement, il y a des scènes qui durent plusieurs minutes juste parce qu'ils sont en train de s'envoyer des noms d'oiseaux. Et c'est chiant, on s'en fout, putain, mais ça, en plus, ça casse le rythme du film, c'est infernal. Surtout qu'en plus, c'est vraiment de la beaufrie, là, pour le coup. D'habitude, c'était un petit peu dans les films Fast and Furious normaux, à la base. C'est vraiment la petite sucrerie qui t'arrive comme ça, c'est le machin qui vient, c'est le petit glaçage qui vient au-dessus du gâteau pour te dire ah vous voyez c'est quand même un peu marrant et tout ça. Et d'ailleurs en plus dans l'optique de la série originale, c'est marrant. Là ça l'est pas, parce que ça devient en plus l'élément central du truc. D'autant plus qu'au final on a l'impression que le film techniquement au niveau de l'évolution des personnages se trouverait plus entre le 7 et le 8 quoi. Parce que c'est comme si les deux n'avaient absolument pas évolué au niveau de leur relation, alors qu'on voit bien dans le 8 qu'il commence à y avoir une certaine, pas forcément de l'amitié, mais quand même un certain rapprochement. Là, t'as l'impression que c'est volé partout en éclats, les mecs se retrouvent au même niveau que quand ils s'évadent tous les deux de tôle dans le 8, quoi. Ils se disent en mode ah non je veux pas travailler avec lui, c'est un fils de pute, enfin... Alors on va parler de Hobbs, lui pour le coup il a perdu toute profondeur, le mec qui à la base était quand même largement plus que cette espèce de gros tas de muscles qui fonce dans le tas, parce qu'à la base quand même c'est un mec intelligent. On le voit dès sa première apparition dans le 5, c'est un mec, c'est un policier, c'est un flic, et c'est un bon flic en plus, hein. Donc voilà, là, il a perdu tellement toute subtilité, parce qu'en fait c'est le jeu qu'ils ont essayé d'instaurer au sein de l'histoire, c'est un petit peu le côté bourrin de Hobbs d'un côté, et le côté un petit peu plus sneaky et subtil de Shaw de l'autre, mais ça ne passe pas parce que c'est absolument pas raccord à ce qui avait déjà été dit avant quoi. Et c'est vraiment dommage parce que à la base, Hobbs, c'est plus qu'un bourrin. C'est le mec qui est père de famille, la mère on sait pas ce qu'elle est devenue, enfin il a quelque chose, c'est un bon flic, c'est un mec qui a des valeurs et tout ça. Là c'est juste un gros beauf, c'est le gros beauf qui sort sa bière, qui se gratte les couilles devant un match de foot en caleçon trop petit pour lui quoi. Bon, franchement c'est dommage. Pour le coup, bah, Shaw aussi, il a perdu son côté subtil et tout ça pour devenir juste un espèce de gros rageux. Le gros rageux en plus de base qui veut protéger sa sœur, oui parce que bon ça vous le savez déjà de toute façon à partir de la bande-annonce, mais sa sœur en gros c'est le troisième personnage central du film. Et donc en fait bah évidemment ça va flirter un peu avec Hobbs, donc lui il va peut-être content, il va dans c'est ma sœur, hein, tu touches pas à ma sœur, hein. Donc ça devient une espèce de gros beauf de merde lui aussi. Les deux personnages principaux ont perdu en profondeur quoi. Et pourtant, c'est Fast and Furious, on ne demande pas à ce que la profondeur ce soit un truc démentiel. Non là c'est mauvais, c'est vraiment... Putain c'en est grave quoi, quand j'y repense. Donc la blonde, la sœur justement de Shaw, c'est le personnage le plus intéressant du film. Le mieux écrit également, mais c'est dommage parce que c'est aussi celui qui est, évidemment dans les personnages principaux, le moins exploité. Et c'est dommage parce qu'elle a même un petit peu... Elle a ses gimmicks personnels, vous allez automatiquement en reconnaître au moins un parce que je crois qu'il est utilisé 3-4 fois, et il s'essouffle pas pour le coup parce que ça va, ça passe, c'est cool et puis c'est marrant. Donc voilà, mais sinon en dehors de ça, elle n'existe pas au sein du film, c'est même pas un personnage, c'est un moyen d'arriver à l'étape l'étape d'après du film quoi. Alors maintenant on va passer aussi à un truc quand même qui est vachement important, c'est Idris Elba, donc le méchant. Le mec est anecdotique. Il a aucune personnalité, et c'est grave parce que en général les méchants dans Fast and Furious, même s'ils sont pas ultra développés, ils ont une personnalité. Tu comprends, c'est pas que tu les comprends, mais tu sais d'où est-ce que ça sort, tu sais d'où vient la crasse, la méchanceté, des trucs comme ça. Tu sais pourquoi ils sont méchants et tu sais c'est quoi leur but. Là en plus c'est Idris Elba, c'est le gentil toutou de la grosse corporation, et le mec n'a que ça à dire, c'est je suis le méchant. C'est tout. Et je suis méchant parce que je suis méchant, et je vous dis parce que oulala, je suis la grande corporation. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Parce qu'ils veulent rendre le monde meilleur, mais il n'y a rien, même dans son passé, qui te fait comprendre pourquoi il adhère à ces idéaux-là. Et en plus, ils ont loupé le coche, ils ont loupé un truc qui aurait pu super bien fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens qu'il y a une espèce de dissension, même enfin une espèce. Tu sens même qu'il y a de la dissension, en fait, une vraie dissension en fait entre ce que veut la corporation et ce que veut Idris Elba. Et là, tu te dis. Ah, le mec va peut-être changer, retourner sa veste et tout, va peut-être y avoir quelque chose et tout ça. Eh ben non. Tout du long, le mec, c'est le méchant, le gentil toutou qui suit ses maîtres,
et qui pose quasiment pas de questions, enfin, qui fait genre il grogne un petit peu, mais en vrai, il est gentil à l'intérieur. Et oui, bon, là par contre ça va un petit peu spoiler, parce qu'il y a un personnage en particulier qui, moi, enfin pas me choque, mais... Enfin si, me choque, honnêtement. Ça atterrit comme un cheveu dans la soupe, donc je sais pas si je mettrai un timer ou tout ça, mais pour l'instant, là je vous dis, jusqu'à la fin de toute façon ça va spoiler un petit peu. Je vais pas spoiler grand chose, mais quand même, il va y avoir un petit peu du spoil, en tout cas pour ce personnage là, je vais attendre à la limite. Vous pouvez vous arrêter là, ou continuer un petit peu plus loin, je mettrai peut-être un timecode, on verra. Donc voilà, le syndrome Ryan Reynolds. Alors, j'ai dû passer pour un con dans la salle de Cinoche. On n'était pas grand monde, hein. Je suis allé vraiment à la première, à la first, dès le matin, la première séance, mais j'ai passé pour un con, parce que quand je l'ai vu, j'ai tombé des nues, donc j'ai fait « Oh !» Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient branler là? Et surtout que c'est pas Ryan Reynolds là qui est venu dans le film. Non, c'est Deadpool. Mais vraiment, mais c'est lui. Parce que à la base, à la limite, il sait jouer autre chose que Deadpool. Hein. Il l'a montré quand même. Il sait faire. Mais là, honnêtement, on a dû lui dire, mec, fais Deadpool à 300%. C'est-à-dire, fais-le encore plus chiant qu'il l'est à la base et fais-le encore moins subtil. Et c'est ça, on se retrouve avec un agent de la CIA. Donc bon, ça va pas trop vous dépayser qu'il y a un agent de la CIA, parce que bon, Fast and Furious, à la base, on parle quand même beaucoup du FBI, de la DSS et de tous ces trucs-là. Donc bon. C'est un agent de la CIA, donc évidemment, qui dit CIA, donc le mec est complètement bizarre, déjanté et compagnie, et il sort de nulle part, et surtout, il s'en va nulle part. Il ne sert strictement à rien, et je vous le dis tout de suite, ça sert à rien d'attendre les scènes post-génériques, parce que les scènes post-génériques, c'est Deadpool. Enfin, c'est Ryan Reynolds qui joue 300% Deadpool, et qui est juste là pour... parce qu'il y a un braquage à mon avis à l'endroit où il est, genre... Il est posté dans un truc de la CIA et tout ça, et ils se font attaquer, mais c'est tout. Et le mec passe, je crois, mais plus d'une minute, parce qu'il y a la première qui est à la fin du générique graphique, où il y a toutes les animations et tout ça pour donner les noms des personnes et tout. Je crois qu'il y a un petit montage qui est fait avec du split screen et compagnie. Et ensuite, apparaît donc Reynolds qui appelle Hobbs, juste pour faire des blagues, sur le fait qu'il est attaqué et tout ça, il a besoin d'aide et tout, mais en fait, au final, il gère de ouf. Et à la fin du générique, normal ce coup-ci, il réapparaît en mode ah là là, je me suis fait tirer dessus, et après il fait ah non, c'est pas mon sang. Voilà, c'est tout. Et il fait des blagues. Mais des blagues, en plus, les blagues, mais lourdes, parce que à la limite, Deadpool, non, il est lourd, mais il est lourd drôle, tu vois. Il y a quand même quelque chose que. Tu rigoles quand tu regardes Deadpool. Là, c'est pas drôle, mais c'est pas drôle du tout. C'en est même chiant. Le personnage est juste là pour être horripilant, et surtout qu'en plus, comme il est ultra volubile, il est l'inverse total d'Hobbs, et c'est juste ça. Et il ne sert à rien. C'est juste histoire d'avoir mis Ryan Reynolds pour attirer des gens et se dire tiens, comme ça, il donne encore plus de fame au film, mais il ne sert à rien. Donc moi, personnellement, ça donne pas de la fame au film. Hein. Pour moi, c'est juste que ça rend le film encore plus creux que ce qu'il n'est déjà. Qu'est-ce que Ryan Reynolds vient foutre là? Donc à mon avis, s'il est là, c'est pour prévoir la suite. Mais ça veut donc dire qu'ils ont prévu une suite à cette espèce de bouse. À la limite, s'il y a Reynolds dans la suite, bah je veux bien aller la voir, mais juste par curiosité. C'est franchement... Allez, j'ai fini un petit peu quand même de clasher le film, maintenant on va passer au positif. Il n'y a pas forcément grand chose à dire, mais c'est quand même relativement important, c'est surtout au niveau de la technique du film. Tout ce qui est technique, au niveau de la caméra, les plans de vue, la lumière, tout ça est très bien calculé. On sent même aussi par-ci par-là, il y a quelques inspirations qui sont... très visible, même des fois, une fois trop visible. On sent bien déjà que pour les scènes de baston, tous les films d'action maintenant de toute manière ont pompé allègrement sur John Wick. C'est simple, si Matrix a révolutionné la SF, l'aventure et tout ça, même le cinéma en général, mais bon, je sais pas vraiment le propos, John Wick, lui, a révolutionné tout ce truc, cette espèce d'univers d'assassins, de gens qui se tapent sur la gueule, qui se butent et tout ça. C'est simple, au niveau de la chorégraphie des combats, on sent vraiment cette fibre John Wick. Et là, pour le coup, il y en a pas mal, et il y a une scène en particulier, c'est sans spoiler, ça se passe dans l'appartement en fait de la fille. Au niveau de la lumière, c'est calqué véritablement sur, dans John Wick 1, quand il y a l'assaut sur sa maison, et aussi dans la boîte de nuit en fait. Au niveau de la lumière, il y a cette espèce de côté un petit peu violet, néon, et donc on s'en rend compte tout de suite. Mine de rien. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça aurait pu être subtil, mais ça l'est pas du tout, et c'est dommage. Bon, après, c'est pas du John Wick pure souche, parce qu'il y a quand même ce côté un petit peu cabotin, voilà quoi, ils essayent un petit peu de... c'est de la fight, mais de la fight un petit peu humoristique. D'ailleurs, on sent pas du tout quand les gens meurent. Ça c'est un truc, c'est moins dérangeant qu'un film qui fait exprès de pas mettre de sang, hein, hashtag Disney, mais là pour le coup, quand les gens meurent, on le sent pas. Il n'y a pas de... On se dit pas, ah putain, il a quand même tué quelqu'un, quoi, c'est chaud. C'est chaud, sans jeu de mots avec le nom de famille du personnage, mais franchement, c'est... Même Hobbs bute des gens.
et il les bute mais sans vergogne quoi. Le mec c'est tiens je t'ai foutu une balle dans la tête, tant pis pour ta gueule. Donc bon il y a quand même un petit peu ce décalage aussi entre le personnage tel qu'il devrait être et tel qu'il est dans le film là. Les effets spéciaux ils passent tout seuls. Ils sont tous très propres, tous très nets, il y a vraiment pas de soucis. Je l'ai vu en 2D parce que je me voyais pas mettre des sous pour aller voir ça en IMAX, franchement. Ça valait pas vraiment pas le coup. Honnêtement, j'aurais chié du sang pendant 4 jours. Mais voilà, donc les effets spéciaux sont plutôt cool, enfin les effets visuels. À la limite, il y a quelques moments où c'est juste too much. Mais en même temps, c'est Fast and Furious. Hein. Le but, quand même, c'est de t'en mettre dans la tronche, c'est de te mettre un bon gros pain dans ta tronche de merde. Mais sinon, non. Franchement, les effets visuels, il y a vraiment rien à redire. C'est cool, à part, comme je l'ai dit tout à l'heure, la moto Transformers. Je n'ai pas compris, personne n'a compris, et surtout qu'il n'y a que le personnage d'Idris Elba qu'en a une. Mais alors pourquoi tous les autres qui ont aussi des motos dans son groupe d'assaut, pourquoi eux aussi ils l'ont pas? Et pourquoi c'est le seul en plus qui a été transformé alors que les autres, clairement tu comprends qu'ils peuvent le faire pour tout le monde. D'ailleurs c'est même le but à la base. Pourquoi il y a que lui? Pourquoi les autres leurs motos elles sont pas modifiées? Enfin tu te dis bon bah ok si tu veux quoi. Autant mettre toutes tes chances de ton côté quand tu veux aller buter des gens qui gênent ton projet de changement du monde. Alors moi ce que j'ai quand même bien apprécié c'est au niveau du travail de caméra. C'est très fluide. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime pas les caméras épaules qui font un petit peu exprès d'être en mode oh là là ça tremble. Oh là là parce que c'est très souvent dans les films d'action et en plus le pire c'est quand ils font un gros plan sur un visage et qu'ils font ça. Alors c'est pas que ça donne la gerbe, mais honnêtement au niveau visuel c'est dégueulasse. C'est vraiment de la merde. Et là pour le coup on est vraiment à l'opposé. C'est un film qui est très posé au niveau action. Qui est bien fiché, qui a des plans très intéressants, même si c'est pas artistique, hein, franchement, on va pas voir un Fast and Furious pour la beauté des plans, quoi. Enfin, la beauté au niveau visuel, mais il n'y a pas de travail derrière, de recherche. Là, c'est juste histoire de dire, on filme l'action de la meilleure façon possible, et de temps en temps, on ajoute quand même un petit peu de... un petit côté bien fluide, bien smooth, et surtout, quelque chose qui colle bien avec ce qui se passe à l'écran. Et moi, ça me fait surtout penser à un passage où c'était le début du film, donc je vous spoil pas trop, quand le virus doit être transféré, donc c'est une équipe du MI6, les services secrets britanniques, qui doit s'occuper du transfert. Quand justement donc le transfert se fait attaquer par Idris Elba et ses sbires, à un moment donné, la fille, la blonde, qui essaie de récupérer le virus, elle est dans un camion, le camion se renverse sur le côté, et il y a tout un travail de caméra et de dépulage à ce moment-là, qui est très intéressant. C'est un effet que je trouve absolument bien parce que maintenant on le retrouve quasiment partout. C'est à cause de Netflix. Hein. C'est Netflix qui a fait la mode. La mode a commencé à exploser après Death Note parce que t'as plusieurs plans où en fait justement la caméra a fait ça, soit en avançant, soit en reculant. Donc elle tourne sur elle-même sur son axe et ça donne vraiment un effet cool. Et là pour le coup ça rentrait parfaitement dans la scène parce que le camion se retourne, la caméra tourne aussi, on sait plus trop où est le haut, le bas, la gauche, la droite. Honnêtement, et il y a toujours dans tout le film, il y a des petites notes comme ça, des petites touches, et c'est très intelligent, c'est très propre et c'est très cool. Donc c'est pour ça au niveau technique, le film, ça me fait cruellement chier qu'il soit aussi mauvais, parce que toute la technique est réussie. Juste l'écriture qui est toute moisie du cul. Alors le mixage du son est au poil, il n'y a pas de problème. J'ai pas relevé de soucis particuliers. Et en plus ils ont fait un petit effort pour la musique. Alors je dis petit parce que pour le coup en général dans Fast and Furious il y a toujours un effort pour la musique. C'est très bizarre d'ailleurs, enfin très bizarre. C'est rare en fait dans une série de films d'action comme ça où la musique a un côté quand même pas prépondérant, mais ils font quelque chose qui n'est pas ouvertement de la merde. Tu vois qu'il y a un effort derrière. Et là il y a un effort. Et c'est rigolo parce qu'il y a cette espèce de mélange d'électroacoustique où il y a une batterie très rock, voire même peut-être très métal. Et derrière, t'as tout un côté orchestre et tout, et il y a une bonne rythmique, et c'est toujours très intéressant au niveau musical. Là, dans le film, franchement, ils se sont dit, on va mettre quand même un petit peu plus d'effort que d'habitude dans la musique, et c'est cool. Honnêtement, sur ça, ils sont vraiment dans la veine des Fast and Furious normaux. Pas de soucis, au niveau de la musique, c'est cool. Alors, pour finir, on va conclure comme ça, le film est extrêmement verbeux, beaucoup trop long. Donc là, il y a 3 actes, il y a 3 bons actes, enfin 3 bons actes dans le sens de 3 gros actes, mine de rien, où il se passe des scènes d'action qui sont super cool, mais entre les scènes d'action, alors que justement le but c'est de créer une belle alchimie où les scènes d'action et les scènes où ça se pose, ça se calme, c'est pas qu'à se répondre, mais il y a un travail dessus. Le film doit être haletant autant dans ces scènes d'action que dans les moments où il divulgue les informations sur les personnages, où il fait de l'exposition. C'est ça normalement un film d'action à la base, hein. C'est pas juste dire pan pan boum boum vroom vroom et le reste parce que c'est un peu ça. Honnêtement le film, ça me fait penser notamment à ce que j'ai noté pour le coup, beaucoup de passages niais. Et le problème c'est que dans Fast and Furious les passages niais, c'est normal, il y en a. Et même c'est plutôt cool parce que c'est le côté justement générationnel, la famille et tout ça, il y a
toujours quand même, bon c'est pas non plus exceptionnel, c'est un peu bas du front, mais il y a toujours une petite morale, quelque chose qui est quand même là, qui est sous-jacent, et c'est appréciable. Parce que bon, c'est un petit peu facile, mais c'est appréciable, et on aime, en général, c'est plutôt cool. Mais là, pour le coup, des fois, c'est niais, et c'est tellement niais que c'en est sirupeux, quoi. C'est pas agréable, en fait, de regarder ça. Les passages niais sont insupportables. C'est horrible. Ou à la limite, tu trouves ça supportable quand t'as 12 ans. Mais là, non, c'est pas possible. Il y a des espèces de discours par moment, et il y a même des moments où le personnage parle. Dans la vraie vie, si le personnage se parlait tout seul comme il se parle là, tu l'emmènes à l'HP, hein. T'attends pas, tu l'emmènes à l'hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Ils se font des trucs. C'est un petit peu aussi, je pense, le reproche qu'on a beaucoup fait à Fast and Furious, sauf que pour le coup, ils avaient une excuse, c'est qu'ils se parlaient les uns les autres avec des Talkie-Walkie. Là, il n'y a pas de Talkie-Walkie, le mec en fait il parle tout seul. Et par chance, de temps en temps, il y a quelqu'un qui l'entend qui font « Ah oui, il a raison, je vais t'aider ». Puis le dernier acte a quand même quelque chose de... T'as l'impression qu'il est rushé de fou. Parce qu'au final, là, ils avaient envie quand même de donner un petit background à Hobbs, ce qui est pour le coup une très bonne idée, mais il aurait fallu en faire un fil directeur de l'histoire en entier, parce que là, ça arrive comme un cheveu au milieu de la soupe à la fin du film. Il retourne, sans vouloir trop spoiler, de toute façon vous le voyez dans la bande-annonce, hein, il retourne voir sa famille, donc sur les îles Maoris ou je sais plus quoi, et donc il y va. Et c'est ça le dernier acte, avant la grosse bataille finale, enfin bref, et ça... C'est tellement rushé, on attendait quand même quelque chose pour créer de la profondeur à Hobbs et tout ça. Là, pas du tout. C'est du circonstanciel, ça arrive comme ça et non, c'est pas bon. Surtout que la troisième partie du film est assez rushée et c'est marrant parce que ça se voit surtout à la fin, comment la fin est expédiée. La fin est expédiée, c'est exactement ça, le mot, la fin du film est expédiée. Les mecs, c'est en mode, ça y est, le méchant, on s'en est débarrassé, et son gros patron, là, son gros méchant, il nous a parlé sur un hélicoptère craché, hein, tranquille, en disant « Ah 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 Je reviendrai. Et après les mecs, bras dessus en mode ah ouais, on a gagné tranquille les cums, ah putain trop cool, tu me suces. Tu veux pas me sucer? Allez. Alors moi en fait, je vais lâcher mes notes pour le coup, ce qui m'étonne le plus quand même c'est que les films dans lesquels en général Dwayne Johnson s'investit, fonctionnent. Tout simplement parce que le mec sait bien s'entourer, il sait beaucoup communiquer avec tout le staff, et pas en général qu'avec les acteurs, c'est un mec il a envie d'aller dire un truc au réel, il va lui dire. Hein. C'est un... Là pour le coup on peut un petit peu le rapprocher avec Vin Diesel, parce que Vin Diesel lui maintenant qui est quand même producteur, il me semble. Je vérifierai quand même, mais il me semble qu'il est maintenant producteur de Fast and Furious. Voilà, c'est des mecs qui ils veulent quand même avoir un peu les rênes et le contrôle de leur projet, et quand ils savent qu'il y a un truc qui fonctionne pas, ils sont capables de le dire. En plus, j'ai envie de dire, hein, The Rock, à la base, Dwayne Johnson, hein, il est quand même dans l'entertainment depuis le début de sa carrière en tant que catcheur. Il sait un petit peu ce que c'est le divertissement, même si ça n'a pas grand chose à voir avec le cinéma. Ça reste du divertissement, il sait un petit peu de quoi il parle, il sait comment créer de la hype, et il connaît son travail, et même en tant qu'acteur, même si c'est pas l'acteur le plus incroyable du monde, il sait un petit peu ce que c'est un produit audiovisuel, et donc, en général, quand il s'investit dedans, il donne toujours quelque chose de très intéressant. Moi, je pense notamment donc, à Rampage, qui pour le coup est un très bon film, enfin un très bon film, un très bon divertissement, après un très bon film, après ça se pose là, mais voilà. Et j'avais aussi bien aimé San Andreas, pour le coup, qui est plutôt cool. Donc en général, vraiment, quand il s'investit, ça donne quelque chose de pas mal. Il y avait aussi Jumanji là dernièrement en 2017 qui était là, enfin 2017 ou 2018 je sais plus, mais qui lui était cool, même si c'est celui pour lequel il s'est moins investi, mais il marche très très bien, ça fonctionne. Donc bon, à la base Dwayne Johnson c'est une valeur sûre, c'est complètement con de dire ça, mais c'est une valeur sûre, donc c'est pour ça que moi j'ai pas compris. Je m'attendais vraiment à y aller et à me dire les mecs sont libérés de Vin Diesel et de son joug tyrannique, oui parce que Vin Diesel on en reparlera peut-être un jour, mais c'est un petit peu... c'est un bourreau de travail, mais pas que pour lui. Donc il fait chier aussi un petit peu les autres, et en général tout le monde le dit, c'est un putain de tyran. Donc c'est compliqué. Donc voilà, je m'étais dit, vu que les deux étaient là complètement séparés, ils allaient pas se parasiter l'un l'autre, et donc ça allait vraiment donner quelque chose de cool, et je me suis dit si ça se trouve ça va même être meilleur que les Fast and Furious normaux, et ben non. Et c'est pour ça en fait, c'est pour ça que je suis très très déçu, c'est parce que je me disais vraiment qu'il allait y avoir quelque chose de fort, quoi, quelque chose qui allait pas révolutionner la série ou même les films d'action avec des voitures qui font vroom vroom, mais voilà. Et puis d'ailleurs, parlons-en, Fast and Furious à la base c'est quand même des grosses voitures, des gros cylindrés qui font vroom vroom, et ça me manque un peu les grosses voitures qui font vroom vroom. Moi je vous conseille pas d'aller voir, ou à la limite si vous pouvez y aller gratos, juste pour l'expérience et se dire tiens j'ai vu Dwayne Johnson aujourd'hui, mais non franchement c'est... Je pense que même avec les
c'est pas suffisant de mettre de la bonne volonté. Les mecs auraient dû se rendre compte que c'était écrit, mais avec, comme j'ai dit, le cul de la bite. C'est vraiment dommage. Moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait de l'idée, c'était bien de faire un spin-off de Fast and Furious, parce que c'est cool vraiment de faire un univers étendu. Moi je suis totalement pour en général pour les idées d'univers étendu, mais là on sent qu'il y a une séparation et on sent quand même que les films essayent de se toucher les uns les autres, mais il y a une séparation au milieu. Et là c'est dommage, et franchement le film est des années-lumière de la qualité d'un Fast and Furious. C'est une phrase très compliquée à dire ça aussi, qu'un Fast and Furious c'est de la qualité. Quand on est cinéphile, bon, on a des petits plaisirs coupables, Fast and Furious c'est le mien. Donc voilà, mais voilà, même en tant que divertissement, c'est pas top. Honnêtement je me suis fait chier, et c'est très rare quand je me fais chier devant un film. Donc voilà, j'en ai terminé. N'allez pas voir ça, n'allez pas voir Hobbs & Shaw, c'est pas top. Ça vaut moins que la moyenne, c'est vraiment moyen moins. Voilà, bon, on se retrouve prochainement pour autre chose, ou pour une prochaine critique. D'ici là, portez-vous bien. Et je sais plus à qui j'ai pompé ça, mais c'est pas grave. The Dragon on Duty. Cliquez, bande de salopes!